communiquer avec une personne qui a un handicap de communication, des outils existent. Et le premier de tous ces outils, c'est nous, c'est l'humain, l'interlocuteur ou l'interlocutrice désireuse d'échanger avec la personne en situation de handicap. Les voies de la CAA. La communication alternative et améliorée pour les personnes avec des troubles complexes de la communication. Un podcast du GNCHR en collaboration avec Andéo, l'AFSA et 2 chercheuses de Grenoble INP et du CNRS au Gypsalab. Conception et réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige. Une de mes convictions, c'est que les outils, on s'en fout. Il faut que les gens y comprennent le sens. Parce que si les gens y comprennent pas le sens, on peut avoir les plus belles tablettes, les plus robustes tablettes du monde. Le sens, c'est qu'on veut se rencontrer. Le sens, c'est que l'autre, il a des choses à comprendre. Marielle Lachenal pratique la CAA depuis plus d'une 30aine d'années avec sa fille Géraldine, qui a un handicap rare et complexe. Et en vrai, elle se fout pas vraiment des outils, enfin je crois pas. En tout cas, elle est formatrice de Makaton, vous savez, les pictos, les signes. Et ce que dit Marielle est essentiel. Avant de penser aux outils, il faut penser au sens. Épisode 3. Les outils de la CAA. Les gens, ils disent, en fait, il faut donner de la CA pour que les gens y parlent, pour que les enfants y parlent. Mais non, on donne de la CA d'abord pour qu'ils comprennent. Parce que, qu'est-ce que c'est dur de comprendre quand on nous parle? Parce que ça va trop vite, on ne sait pas où sont les mots. Donc, le premier rapport de la CA, des signes ou des pictos, c'est de modifier notre façon de s'adresser à l'autre pour qu'il nous comprenne et qu'il construise sa pensée. J'ai fait des interventions qui s'appellent « Attention, elle pense ». Parce que c'est pas qu'elle parle, c'est qu'elle pense. Et qu'avec les signes, elle construit sa pensée. Avec les signes et les pictos et les images et tout son monde, elle pense. C'est quelqu'un, ma fille. Et je me dis, tous les enfants, tous les adultes qui ont un handicap complexe de communication, ils pensent. Il faut leur donner des outils pour qu'ils se construisent eux-mêmes. Et puis quand ils seront construits eux-mêmes, ils pourront nous parler. Mais c'est pas que demander du pain et de la confiture, on s'en fout du pain et de la confiture. Mais pouvoir dire, vous voyez, elle est fascinée par les armures, qu'elle puisse parler de la protection des armures, qu'elle puisse demander à aller voir Tintin, d'acheter une fusée. Enfin, elle parle avec la réalité de son handicap. Elle parle, Géraldine. Même que le jour où elle a fait comprendre à sa mère qu'elle voulait une énorme fusée de Tintin hors de prix, heureusement que Marielle et Géraldine communiquaient grâce à la CAA. Ça a permis à Marielle de lui dire que non, ça va pas être possible ça. Un picto de fusée barré d'une croix et le tour est joué. Alors comme il n'y a pas que le picto dans la vie, faisons le point sur ce que sont les outils de communication. Pour faire simple, retenez qu'il y a 2 grandes catégories d'outils en CAA. D'abord, les outils qui ne nécessitent pas de matériel. Ça, c'est facile, ce sont les gestes, les mimiques, les signes, tout ce qu'on va faire avec notre corps. Et puis, les outils qui nécessitent une assistance extérieure, technique. Et là, on peut aussi distinguer 2 sous-catégories. D'un côté, le papier, les photos, les pictogrammes, en gros, tout ce qu'on va considérer être des techniques simples, disons. Et de l'autre, tout ce qui fait partie des nouvelles technologies, des outils informatiques plus ou moins élaborés. Ça peut être de simples contacteurs, des boutons qui déclenchent un son, mais aussi désormais toutes les applications et logiciels disponibles sur des supports comme les tablettes ou les ordinateurs. Des applications avec des synthèses vocales, par exemple. Alors l'idée dans ce podcast, c'est pas de vous citer tous les outils ou méthodes de CA ou de les évaluer. L'idée, c'est plutôt de vous donner des éléments de compréhension qui vous permettront de vous y retrouver un peu mieux, parce qu'il y a beaucoup d'outils à disposition. Enfin, à disposition payante parfois. Donc rien que ça peut limiter votre choix. L'outil ou la méthode de CA doivent permettre de couvrir tous les besoins communicatifs de la personne et l'aider à développer ses besoins. Pouvoir dire quand elle a faim, froid ou se sent mal, bien sûr, mais aussi raconter ce qu'elle a fait ou voudrait faire, dire ce qui lui plaît ou pas, exprimer ses ressentis. On parle alors de CA robuste. Et en général, il faut utiliser plusieurs méthodes ou outils. Par exemple, les gestes manuels et des pictogrammes pour exprimer des infos rapides, la tablette ou un classeur de communication pour construire des messages plus complexes et variés, et des cahiers de vie ou des plannings pour se raconter, soutenir la mémoire. C'est pas si simple de savoir par où commencer.
Le mieux, pour le moment, c'est peut-être de faire appel à une des nouvelles voix de ce podcast, Sophie Sorel. Sophie, je l'ai rencontrée non loin du Vercors, dans la Drôme. Elle a 2 garçons, dont le plus jeune, Maël, est né avec le syndrome d'Angelman et n'oralise pas. À l'époque, j'avais aucune idée de jusqu'où on pourrait aller, et même encore maintenant d'ailleurs. Mais l'idée, c'était de se dire, de toute façon, il faut trouver une alternative au langage oral. Il y a 10 ans, moi, je me suis vraiment sentie seule au monde. Voilà, le terme de CA, je le connaissais pas. Pour moi, il n'existait pas. Mais en plus, il n'y avait pas les ressources qu'on peut trouver maintenant. Donc, c'était vraiment un monde complètement inconnu. Ça veut dire que je me suis fiée à mon instinct et au peu d'infos que j'ai pu trouver à l'époque. Donc, à l'époque, pour moi, la CAA, c'était déjà de proposer des photos, en fait, à mon fils. Donc, très, très tôt, il avait, je pense, 18 mois à peine, et on a mis en place j'ai mis en place quelques photos pour, on va dire, les besoins primaires, quoi. La nourriture, pour quelques jeux, pour les personnes, pour quelques lieux, et on a étoffé petit à petit jusqu'à faire un classeur de communication. Voilà, très bien, il faut suivre son instinct et essayer. Il n'y a pas un outil mieux qu'un autre, non. Le bon outil, c'est celui qui enrichit nos échanges avec la personne et qui nous aide à développer ses capacités de communication. On se lance, on voit si ça fonctionne. Mais on ne se lance pas n'importe comment non plus. Et là, je vous propose de retrouver Denise Laporte, la maman de Jean, quasi experte en CA, et qui est de très bons conseils. Là, les mots qui me viennent, c'est ce que je veux, les moyens que je me donne et qu'est-ce que j'ai comme limite. L'autre, pour l'instant, qui n'a pas accès à son outil de CA, ne peut pas me dire ce qu'il veut. Donc, c'est moi qui, au départ, décide pour lui. Quand je mets en place de la CA, il faut savoir ça aussi. C'est moi qui choisis. Et Lara Herman, elle dit souvent, oui, mais si tu fais un tableau de communication avec 3 pictos, tu lui mets des limites. Alors que si tu fais avec 12, tu lui mets moins de limites. C'est Lara Herman que Denise cite, une autre membre très active de l'AFSA, Association française du syndrome d'Angelman. Et c'est important ce qui vient d'être dit. En décidant d'un outil, vous décidez de la taille du monde que vous offrez à la personne. Parce que la taille de notre monde dépend des mots qu'on a pour le nommer. Et là, je cite plus ou moins de mémoire Kate Ahern, une enseignante américaine. Alors, première chose, ce que je veux. Deuxième chose, c'est quels sont les moyens que j'ai à la personne. Donc, je peux bien faire un tableau de communication de 12 pictos, mais si ça me met en difficulté, c'est mort. Je ne vais pas y arriver. Ok, j'ai dit ça. Quels sont les moyens dont je dispose? Le temps pour faire les pictos, pour me former, pour plastifier les pictos, pour les faire passer à l'établissement, pour m'en servir, pour les refaire quand on les a perdus, pour les ranger, et puis ensuite le temps pour m'en servir avec mon enfant. Et mes limites. Et donc, il faut que j'accepte ces limites. Au départ, je pense que le plus important, c'est je veux l'égalité pour mon enfant, le droit à l'éducation, j'ai des moyens qui sont disproportionnés par rapport à ses besoins à lui. C'est pas grave, je vais le faire quand même. Parce que si je m'y mets pas, on s'y mettra jamais. Il faut vraiment être conscient de tous les composantes de l'environnement. Et dans ces limites-là, et dans les moyens dont je dispose, et dans les particularités de la personne, j'ose essayer de mettre en place petit à petit des choses qui vont permettre de rendre tout le monde heureux. Je vous le disais à l'instant, Denise Laporte est membre de l'AFSA. Et se faire accompagner par une association qui peut aussi conseiller des professionnels, ça aide pas mal à démarrer, et même à poursuivre. Dans cette association, l'AFSA, il y a une éducatrice qui s'appelle Pascale Gracia, qui avait suivi un enfant Angelman pendant des années et qui avait mis en place ce qu'elle appelle le pas à pas, qui est à partir du fonctionnement de l'enfant, de lui proposer des choses qui lui permettent de faire des petits progrès, en particulier sur la communication. Et là où je pensais qu'il n'y aurait jamais de communication possible avec Jean, tout à coup, en mettant en place les outils qu'elle m'a proposés, j'ai vu mon enfant différemment. D'abord parce que je me sentais plus compétente et ensuite parce que lui a réagi. Au bout d'un moment, il s'est emparé des petits outils que je lui proposais. Et à partir de là, il a compris lui aussi qu'il y avait une communication possible et qu'il pouvait agir sur son environnement à l'aide de ces petits outils.
il a commencé à progresser et ça a permis de faire du lien avec lui et de diminuer son étrangeté. C'est-à-dire que petit à petit, il est sorti de son isolement et moi j'ai pris confiance pour pouvoir lui proposer des choses et répondre à ses réactions ou à ses actions, ce qui a été extrêmement bénéfique. Aujourd'hui, on peut s'inspirer ou utiliser des outils qui ont déjà été développés, comme les talking mats, des tapis de discussion, des tissus sur lesquels on place des pictos sur des zones qu'on a définies. Par exemple, en haut à gauche, j'aime, et en haut à droite, j'aime pas. Ça permet d'ouvrir les discussions. Sophie Sorel, elle, a commencé avec un classeur de communication. Le classeur de communication, c'était un classeur avec des photos, des scratchs. Alors, il y a quelques pages à ce classeur. Rapidement, on arrive au bout, en fait. C'est pas suffisant pour communiquer parce que déjà, vous prenez une photo, faut la remettre à la bonne page, elle peut se détacher, elle se remet pas au bon endroit, vous voulez parler de quelque chose, le livre, alors tu veux lire lequel, vous cherchez. Et du coup, la communication, elle est pas du tout fluide. Au bout de quelques années, j'avais même ajouté quelques pictos aussi, mais on est vite arrivé au bout de ce système. Alors quand je dis on, c'est moi en fait, parce que Maël à l'époque était encore petit, donc finalement c'était surtout pour du langage réceptif, pour commencer à travailler la compréhension. Il était en capacité de faire des choix entre une ou deux photos, mais finalement il y avait tellement peu de photos par rapport à tout ce qu'on aurait pu se dire que la communication était quand même restreinte avec ces photos. On ne peut pas considérer qu'on peut avoir une vraie conversation uniquement en utilisant des photos, quoi. Même si vous avez 50 photos, au final, on ne peut pas se dire grand-chose. Grâce au classeur de communication, Maël a pu apprendre à discriminer. Discriminer, c'est un autre terme de la CAA. C'est pour indiquer qu'une personne est capable de différencier deux images, par exemple. C'est un début. Choisir, c'est très important, mais évidemment, la communication ne se limite pas à choisir entre A ou B. D'ailleurs, la communication ne se limite pas tout court. Passons de l'autre côté du Vercors et retrouvons à Grenoble Amélie Rocher-Capellan, chercheuse en sciences du langage et maman de Jolène, qui a, tout comme Maël, un syndrome d'Angelman, et donc, outre des troubles moteurs et cognitifs, des troubles de la communication. Précisons aussi qu'Amélie est coordinatrice du programme de recherche Participe à Action, qui vise à mieux comprendre et décrire la communication des personnes, un programme développé en partenariat avec la Fondation Maladies Rares et l'AFSA. En fait, la CA, c'est pas juste introduire des outils. La CA, c'est d'abord repérer les comportements de la personne, ces comportements qui sont atypiques, qui sont des fois tout petits. Des fois, c'est des tout petits mouvements des yeux, des tout petits mouvements des mains. Et la CA, ça commence par ça, en fait. Donc, en fait, il y a plein de gens qui font de la CA sans le savoir. Parce que la CA, quand on va voir un orthophoniste, au début, ce qu'il va faire, c'est stimuler les comportements spontanés de la personne pour que la personne comprenne qu'elle a un pouvoir sur son environnement via ces mouvements communicatifs qu'elle fait. Donc, j'ai envie de dire, même avant d'aller chercher des outils, etc., si on n'a pas ça, si on n'a pas positionné la personne comme une personne communicante et qu'on lui a pas permis d'avoir intégré certains codes sociaux, alors des fois, pour faire ça, on va avoir besoin d'outils, parce qu'avec certaines personnes, on va avoir besoin, par exemple, si elle a un comportement, par exemple, qu'elle tape ou qu'elle se tape, on va avoir besoin d'aller chercher une image, de lui montrer, ou un tableau de communication avec des pictos. J'en ai un là, je pense, je vais vous le montrer. C'est un tableau, en fait, que moi, j'utilise des fois avec Jolène, même si Jolène, elle pointe pas encore sur des images et qu'elle va pas forcément le chercher. Mais par exemple, quand elle couine, parce que des fois, Jolène, son comportement problématique, souvent, c'est plus qu'elle va couiner ou crier parce qu'elle est frustrée. Du coup, on peut lui dire, donc là, c'est un tableau où il y a 20 images dessus. Pointer, c'est encore un mot de la CA. Amélie a mentionné le pointage, ou plutôt le non-pointage de Jolène. Certaines personnes peuvent pointer avec une partie de leur corps pour désigner quelque chose, d'autres non. On doit prendre en compte les moyens d'accéder à l'outil. Pointer du doigt ou du regard, interpeller, faire un geste, porter, marcher par exemple. Mais il ne faut surtout pas oublier que les personnes vont en général développer des compétences en utilisant l'outil dans un cadre communicatif.
Et du coup, le fait d'aller voir l'enfant et de lui dire, déjà, le fait d'aller le voir, de s'intéresser à lui et de pas l'engueuler, déjà, c'est déjà un truc bien. Et de lui dire quelque chose ne va pas. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as froid? Donc là, je suis en train de montrer les pictogrammes sur le tableau. Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as soif? Et ben rien que ça, en fait, des fois, ça va juste l'apaiser. Même si ça va pas permettre du premier coup de comprendre ce qu'il a. Le fait déjà de rentrer dans l'échange avec lui, ça va l'apaiser. Alors, on pourrait le faire aussi avec des signes. On peut le faire aussi on n'est pas obligé d'avoir un tableau comme ça, forcément. L'avantage de ces tableaux, c'est que petit à petit, on va aller vers une conversation qui est plus conventionnelle. C'est pour ça que ces outils sont importants. C'est parce que comment on fait quand une personne, elle a que des comportements qu'on dit non-verbaux, idiosyncratiques, c'est-à-dire spécifiques à elle. Oui, c'est un vilain mot. Mais c'est comme ça qu'on dit quand on a des comportements qui sont vraiment spécifiques à elle et que du coup, les autres ne comprennent pas, sauf s'ils la connaissent bien. Du coup, à un moment, on va être obligé d'aller créer d'utiliser des outils que tout le monde peut comprendre. Et les pictogrammes, c'est des outils que tout le monde peut comprendre. C'est pour ça que les choix d'outils doivent d'abord partir d'une observation précise de la personne et de ses capacités cognitives, motrices et sensorielles. Mais aussi de l'expérience de l'outil. J'insiste, mais c'est essentiel. Il faut donner l'opportunité d'utiliser des outils pour savoir quelles compétences vont se développer. Dans un premier temps, il faut le redire et le redire encore parce que les gens, en fait, l'erreur qu'ils font, et moi je l'ai faite cette erreur, on a tendance à penser qu'on va prendre la tablette avec le logiciel et ça y est, c'est bon, c'est parti. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pareil, le POD, donc qui est un outil, qui est un classeur de communication qui a été fait par une orthophoniste australienne et qui est assez complexe. En fait, on fait la formation POD, on se dit c'est super, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il me faut. Et en fait, une fois qu'on a fait l'outil, c'est-à-dire qu'on l'a imprimé, organisé, tout ça, et qu'on a imprimé nos 100 pages, en fait, il y a tout un travail à faire pour que l'outil s'insère dans le quotidien, qu'il y ait des moments en fait d'usage de l'outil. Et c'est pas du tout évident. Mais même nous, on est en grosse galère pour utiliser les outils dans le quotidien. Et les outils qui s'utilisent plus facilement dans le quotidien, c'est les signes. C'est les signes parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher le classeur, parce qu'on n'est pas obligé de tourner les pages, etc. Et les enfants qui signent et qui utilisent aussi des tableaux de communication parce que la communication, c'est multimodal et que les personnes avec des handicaps, elles ont aussi une communication multimodale. Et souvent, ils vont plutôt aller chercher le signe plus rapidement que le picto parce que c'est plus facile, quoi. C'est plus facile de dire je veux boire comme ça que d'aller chercher en faisant le signe boire, que d'aller chercher un classeur et un picto, que de chercher le picto dans le classeur, etc. Amélie a mentionné le POD. C'est un type de classeur de communication payant conçu par une orthophoniste australienne, Gail Porter. L'idéal, c'est d'utiliser plusieurs outils, selon les contextes, selon les moments, selon les âges. Sur Internet, de nombreux sites répertorient ces outils. Lindu, que vous avez entendu dans l'épisode précédent, a co-créé un groupe Facebook, CAA francophone. C'est une mine d'idées et d'échanges sur le sujet pour essayer de vous y retrouver. En attendant, écoutons Sophie Sorel nous faire une démonstration de l'outil qu'elle utilise actuellement, un classeur de communication sur tablette avec synthèse vocale. Donc là, j'ai effectivement pris l'outil de communication de Maëlle, donc sur tablette. Et par exemple, qu'est-ce que je pourrais essayer de vous dire ? Voilà. Je veux jouer. Alors, donc je veux jouer. On est sur des mots qu'on dit être du vocabulaire de base. C'est-à-dire que ce sont des mots courants qu'on utilise dans notre langage courant. Je crois qu'on estime que 60% des mots qu'on utilise dans notre conversation sont des mots du vocabulaire de base. Sur votre page d'accueil, vous avez ce vocabulaire de base. Et ensuite, vous avez tout un tas de dossiers. Des dossiers, des sous-dossiers, et en plus, Sophie peut personnaliser l'application qu'elle utilise. Comme Maëlle aime le foot, par exemple, Sophie a ajouté des pictos et des mots spécifiques. Alors, par exemple, hier, on a regardé le foot, donc... Regarde. Je vais dans les lieux, dans le sous-dossier des sports, et je vais dire... On regarde le foot. Voilà. Donc, vous voyez, au travers de toutes les manipulations que je viens de faire, qu'il faut quand même connaître l'outil et son organisation.
et que la communication avec des outils de communication, elle est quand même beaucoup moins fluide que celle produite par le langage oral. Et oui, c'est pas si simple. Les outils ne sont pas des baguettes magiques. Rappelons aussi que dans un premier temps, le ou la partenaire de communication va seul utiliser l'outil, avant que la personne avec handicap s'en empare. Il peut s'écouler un délai plus ou moins long, et c'est normal. C'est un bain de langage qu'on a déjà évoqué dans un épisode précédent. On fait baigner la personne dans un langage alternatif grâce à des outils, et c'est comme ça que la personne pourra s'imprégner du langage et comprendre que cet outil langage va lui permettre d'agir sur le monde, et peut-être d'atteindre un niveau de communication tout à fait remarquable. Pour illustrer mon propos, je ne résiste pas à vous faire écouter cette petite anecdote d'Aline Ledoux à propos de sa fille Charlotte, née avec une maladie génétique. Charlotte, l'autre jour, elle va à l'orthophoniste. Donc Charlotte commence à dire de plus en plus de mots avec sa voix organique. Donc en ce moment, c'est génial ça. Et donc l'orthophoniste travaille surtout la voix organique. Et Charlotte a dit poubelle. D'accord ? Il faut savoir que pour Charlotte, au niveau moteur, prononcer un mot, c'est très très compliqué. Ça lui demande énormément d'énergie. Mais Charlotte, elle adore son orthophoniste. Donc l'orthophoniste dit « Oh, c'est génial, allez, tu le répètes !» Et Charlotte exécute. Poubelle. Oh, bravo Charlotte, allez, encore une fois. Poubelle. Oh, mais bravo Charlotte, allez, on continue. Vous imaginez l'exercice hyper difficile, prononcer un mot merveilleusement intéressant, poubelle. Et là, Charlotte, donc dans ces moments-là, elle n'a pas sa tablette juste à côté, il faut qu'elle se lève et qu'elle aille sur le bureau la chercher. Et l'orthophoniste me raconte que Charlotte s'est levée, a été chercher sa tablette, est revenue et a dit « Tu me saoules ». Eh ben waouh! Quel autre moyen avait-elle et quel autre mot aurait été intéressant dans ce contexte? Faire comprendre à son orthophoniste que « Ok, je t'aime bien ma chérie, mais là, me faire répéter poubelle, c'est bon quoi. » Génial! Mais oui, génial! Génial parce que Charlotte est une petite fille qui sait ce qu'elle veut, mais aussi parce que l'outil est adapté à Charlotte et bien utilisé. Maël, le fils de Sophie Sorel, utilise lui une application différente, mais qui lui permet aussi d'exprimer très bien ce qu'il veut dire le plus simplement possible. Mon fils, il a tendance à aller droit au but. Donc en fait, il veut, je sais pas moi, regarder du foot ou aller chez McDo, il va dire lieu McDo. McDonald's. Mais Maël, fais-moi une phrase complète. Parce qu'effectivement, je veux qu'il continue à s'entraîner, à s'exprimer, à essayer justement de développer son vocabulaire, la syntaxe, etc. Et quand vraiment je prends 2 secondes de recul, je me dis, mais en fait, c'est normal qu'il aille droit au but, le pauvre, quoi. Moi, pour dire je veux aller chez McDo, j'en ai pour 5 secondes oralement. Pour le dire avec l'outil, il lui faut 5 minutes, quoi. Je veux dire, c'est frustrant au possible, en fait. Enfin, on comprend qu'il aille droit au but et finalement, j'ai compris. Donc, l'essentiel de la communication, c'est ça, c'est qu'on se comprenne. Donc, bon, c'est gagné, quoi. Bon, des fois, je fais un peu ma pénible quand même, mais... Se simplifier la vie, c'est se simplifier la syntaxe. Aller droit au but, comme dit Sophie. C'est se garder un maximum de disponibilité et d'énergie pour le message. Notez bien que la personnalisation de l'outil, c'est un facteur à prendre en compte dans votre choix. La notion de plaisir aussi, que l'outil permette de se faire plaisir, c'est important. Sophie le montre bien avec Maël. Et puis, attention avec le tout numérique. Vérifiez jusqu'à quel point l'application que vous utilisez vous permettra d'avoir accès à vos données et éventuellement de les transposer ailleurs. Dans la vie, on évolue et notre communication évolue avec nous. Je ne parle pas exactement comme je parlais à 5 ans. Pour choisir un outil de communication, il faut se demander est-ce que j'en changerai ou est-ce que je préférerais que cet outil évolue, qu'il soit robuste, c'est-à-dire complet évolutif, qu'il permette de parler de tous les sujets. L'application qu'utilise Sophie permet ainsi de nombreuses possibilités. Je pense vraiment que c'est un outil qui peut l'accompagner toute sa vie, tout simplement parce qu'en fait, on n'a plus les limites qu'on avait sur les outils précédents qu'on a tentés, qui n'étaient donc pas des outils dits robustes. Mais l'avantage des outils de CA dits robustes aujourd'hui, c'est qu'ils permettent normalement de pouvoir dire tout ce qu'on veut, à qui on veut et quand on veut. Donc ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'il y a un apprentissage derrière qui forcément est complexe parce que ce sont des super outils
enrichi d'un vocabulaire de milliers de mots, donc c'est génial. Mais ça veut aussi dire que c'est un apprentissage qui est complexe. Ça nous amène à parler de l'acceptabilité des outils par l'environnement. Bien utilisés, les outils vont développer l'intelligence et permettre d'accéder à une certaine autonomie de communication. Mais pour cela, il faut utiliser l'outil tout le temps, partout, créer des opportunités au travers de toutes les activités de la vie quotidienne. Donc si vous avez un outil trop compliqué à utiliser pour l'entourage qui n'est pas formé, eh bien ça limite les possibilités de communication. Avoir un outil, robuste ou pas, c'est pas la panacée. On fait croire que la tablette va tout régler. La tablette, c'est fabuleux. La tablette, ça donne une voix. Ça permet de dire, mais à condition qu'on ait balisé les angoisses. Effectivement, il y a probablement des enfants qui n'ont pas de handicap cognitif ou très peu, qui circulent dans le monde comme nous. Mais dès qu'il y a un handicap intellectuel, des fois, Géraldine, je me dis, elle est comme un petit oiseau, elle a peur de tout. Et si je peux la rassurer avec du visuel, la vie, elle devient facile. La vie, elle devient possible. Je ne voulais pas qu'on termine cet épisode sur l'idée que tout ça est très compliqué et que ça vous fatigue avant même de démarrer. Alors j'ai eu envie qu'on retrouve Marielle Lachenal, la maman de Géraldine, le petit oiseau, pour qu'on revienne à la magie de la CA, qu'on n'a jamais vraiment quittée en fait. Donc j'ai un petit bout de tissu avec du velcro et j'ai des pictogrammes qui sont avec le velcro. Et finalement, ce qui est difficile pour Géraldine, c'est quand elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Et du coup, finalement, les samedis et les dimanches où l'emploi du temps est un peu flou, c'est peut-être là qu'elle va être le plus inquiète. Du coup, le samedi matin, quand elle commence à vriller en demandant si l'établissement est bien fermé, hop, on met le velcro, l'établissement est fermé, t'as pas de souci, ma cocotte, tu restes à la maison avec papa et maman, on prend la douche, on va faire la cuisine parce qu'aujourd'hui, il y a ton cousin Marc qui vient manger. Bon, on lui met, elle s'apaise et il n'y a pas de problème. Et donc, vous voyez, c'est pas du tout du robuste, mais c'est du picto de base dont elle a besoin pour savoir ce qu'elle va faire. Et ça, on va pas prendre la tablette. Il faut forcément avoir des supports pour dire ce qui va se passer. Mais ce que je mesure, c'est qu'on n'imagine pas le monde d'inquiétude dans lequel elle vit. Vous voyez, à la limite, on peut aller au cinéma et elle peut avoir peur qu'on reste au cinéma. Pourquoi pas, hein? On ne sait pas, le monde il est bizarre. Donc on lui fait un petit déroulé, on va au cinéma, après on rentre à la maison. Et ça ne peut pas se faire avec une tablette, ça va forcément se faire avec un papier. Vous voyez, on peut avoir aussi, donc je prends un carnet. L'intérêt des pictos, c'est qu'on peut les écrire à la main. Il y a une angoisse, il y a une crise, hop, on prend le carnet, on l'écrit, on fait 3 pictos, c'est posé, c'est là. Et ça a un pouvoir magique. On dit ce qu'on va faire et les inquiétudes, elles tombent. Le pouvoir du picto qui apaise et rend heureux. Au final, rendre heureux, c'est ça qu'on veut. Au passage, je vous signale que Marielle Lachenal a écrit sur le fait d'être parent d'un enfant différent. Son dernier livre s'appelle « Être parent d'un adulte en situation de handicap » aux éditions RS. Dans le prochain épisode, on continue notre petit sentier découverte de la CA. On parlera zombies, mais rassurez-vous, ça ne fait pas peur. Merci à Marielle Lachenal, Sophie Sorel, Denise Laporte et Amélie Rocher-Capellan pour leur participation à cet épisode, sans oublier bien sûr Géraldine, Maëlle, Jean et Jolène, sans qui cela n'aurait pas été pareil. Retrouvez les épisodes des Voix de la CAA sur toutes les plateformes d'écoute.